Bonjour à toutes et tous pour ce webinaire et ce rendez-vous là que l'on se donne aujourd'hui autour de la loi d'accélération des ENR. Je vous remercie d'être aussi nombreux à vous être inscrits et intéressés par ce sujet qui mérite toute notre attention et vous allez le voir qui est assez passionnant. Nous allons débuter, nous avons aujourd'hui 3 riches intervenants pour aborder cette question de la loi d'accélération des ENR. Nous avons Monsieur Denis Alessandrini qui débutera cette présentation, qui est chargé de mission ENR transition écologique à la DREAL. Il nous abordera un sujet plutôt sous l'angle législatif. Et puis, nous bénéficierons de retours d'expérience grâce à Monsieur Boris Lejoly, donc directeur à la transition écologique du Grand Angoulême, et Monsieur Jean-Michel Mesplier, chef de projet, responsable mission ENR à la transition écologique au département de l'Aude. Avant de commencer ce temps ensemble autour de ce sujet, je vais laisser la parole à Monsieur Emmanuel Poncet, donc qui est notre responsable au niveau de la e-communauté énergie du CNFPT. Il va en profiter pour vous donner un petit mot sur l'offre aussi de formation qui correspond aujourd'hui à la thématique que nous allons évoquer. Merci Vanessa. Bienvenue à tous. On voit le compteur qui commence à grimper. Donc, j'espère que les 200 attendus seront au rendez-vous. Donc, merci aux 3 intervenants sur ce sujet de forte actualité du Grand Angoulême, département de l'Aude et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, d'intervenir autant sur des questions réglementaires que sur des questions très pragmatiques, comment on met en place une ingénierie pour définir ces zones. Et merci aussi à Vanessa et à Julien pour le montage de ce premier webinaire, on va dire, du trimestre. Et puis, Vanessa, ça va bien se passer puisque Julien est là aussi et même s'il te met la pression, il maîtrise et vous allez maîtriser tous les deux. Donc, effectivement, sur l'offre de formation du CNFPT, sur les énergies renouvelables, mais aussi tout ce qui relie le développement des ENR, on va dire, aux questions de transition énergétique à l'échelle du patrimoine de la collectivité ou à l'échelle territoriale. Donc, je vais associer au compte-rendu de ce webinaire, vous savez que vous allez le retrouver à vidéo et les présentations sur l'e-communauté, donc effectivement énergie du CNFPT. Vous allez retrouver aussi cette liste de sessions de formation. Alors, vous aurez la liste des sessions 2023, puisque vous le savez, si vous êtes habitué à travailler, à venir en formation au CNFPT, eh bien, les sessions 2024 vont paraître courant du mois d'octobre. Donc, soyez prêts à vous inscrire dès la fin octobre pour l'année 2024. Donc, on va toucher avec ces sessions de formation qu'il reste sur l'année 2023 et sur certaines sessions, il reste encore des places aux questions du développement des énergies renouvelables directement, mais aussi aux questions de maîtrise de l'énergie, rénovation aussi du patrimoine jusqu'à la planification énergétique territoriale. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon webinaire, animé par Vanessa et Julien, et puis encore merci aux intervenants. Voilà, bon webinaire, à bientôt à tous. Un mot, Vanessa, peut-être avant de laisser donc Monsieur Alessandrini prendre la parole, et je l'invite d'ores et déjà à partager sa vidéo. Pour les participants, merci d'être aussi nombreux. Vous êtes déjà plus de 100, donc merci beaucoup. Et du coup, alors vous imaginez bien qu'à 100, on peut pas vous donner la parole, malheureusement. Ça ferait beaucoup de choses à gérer. Donc, je vous invite à réagir au fur et à mesure des exposés dans l'onglet conversation qui se situe en bas à droite. Et nous, avec Vanessa, on relaiera vos questions, soit à la fin, si ça peut se faire, soit on se permettra d'interrompre les présentateurs et présentatrices pour des questions de compréhension et que vous restiez bien accrochés à ce qui va se dire. Du coup, Vanessa, je te laisse maintenant la main, et je laisse aussi la main à Monsieur Alessandrini. D'accord. Merci à toi, Julien. Juste un petit mot en tous les cas que je tenais à partager avec vous. Donc, je suis nouvellement co-animatrice effectivement de cette e-communauté
énergie du CNFPT aux côtés de Julien. Vous l'aurez compris, voilà, c'est en tout cas la première organisation pour moi d'un webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre indulgence et éventuelle approximation s'il y en a. On va donc aujourd'hui passer ce temps ensemble. On a une heure pour évoquer cette loi d'accélération des ENR promulguée le 10 mars 2003. Son enjeu, cette accélération des ENR qui est fait pour répondre à la crise énergétique, bien sûr, tout en combinant, on l'a vu, la biodiversité et la participation du public. C'est pour ça qu'on va s'attacher dans un premier temps avec Monsieur Alessandrini à plutôt décrypter l'actualité de cette loi et appréhender son cadre législatif. Et ensuite, aux côtés de Monsieur Boris Le Joly et Armelle Pierre du Grand Angoulême, on profitera d'un retour d'expérience sur la méthodologie qu'ils ont commencé à mettre en place dans cet objectif aussi de concertation territoriale. Et on poursuivra toujours sur ce sujet avec Monsieur Jean-Michel Mesplier. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Monsieur Denis Alessandrini et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Vanessa. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc Denis Alessandrini, je suis effectivement en poste à la DREAL Nouvelle-Aquitaine au sein de la mission transition énergétique. Donc j'ai un petit quart d'heure pour vous faire un petit bilan, enfin un petit contexte réglementaire de ces zones d'accélération, voir un petit peu leurs caractéristiques, les différentes étapes de leur élaboration. On fera un petit zoom également sur le comité régional de l'énergie et puis on terminera par quelques éléments sur les principaux outils à disposition pour définir ces zones d'accélération. Alors, comme vous le savez, ces zones d'accélération sont issues de la loi d'accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023, donc une loi très riche, il y a plus d'une centaine d'articles, ça vient modifier le code de l'environnement, le code de l'énergie, le code du patrimoine, le code de l'urbanisme, donc un texte quand même assez important qui vise évidemment à accélérer le développement des énergies renouvelables sur notre territoire en essayant au moins de diviser par 2 les délais de déploiement des différents projets pour atteindre notre objectif de 33% de la part des énergies renouvelables dans notre consommation à l'horizon 2030. Alors une loi qui a plusieurs axes, que je vais pas, c'est pas l'objet de cette présentation, mais sachez qu'il y a un axe fort sur la mobilisation des terrains déjà artificialisés, un axe également sur la simplification, sur la sécurisation des procédures administratives, et puis une volonté également de mieux partager la valeur, notamment pour les collectivités et les EPCI, donc là aussi ce qui vient favoriser l'acceptabilité locale. Et puis, un des axes forts de cette loi, c'est la planification des énergies renouvelables avec la mise en place de ces fameuses zones d'accélération des ENR. Alors, ces zones d'accélération des ENR n'étaient pas prévues initialement dans le projet du gouvernement, c'est vraiment le travail parlementaire et la volonté donc de ces parlementaires et en particulier des sénateurs de remettre au cœur du dispositif de planification territoriale les communes, l'idée étant que ces communes proposent un peu dans une démarche ascendante les zones privilégiées sur le territoire pour développer les énergies renouvelables. Alors en prenant en compte les potentiels de développement de leur territoire, en prenant en compte les enjeux, alors locaux en termes de biodiversité, bien sûr, en termes de patrimoine, en termes de projets territoriaux. L'idée étant vraiment que ces zones d'accélération soient un peu une volonté politique locale d'atteindre les objectifs affichés au niveau régional et également au niveau national en termes de développement des énergies renouvelables, dans une démarche de concertation avec les citoyens et en lien avec les EPCI. Le processus d'élaboration se fera en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui le représentant préfectoral unique. Alors, comme vous le savez, chaque département a désigné parmi les sous-préfets un représentant, un référent en tout cas concernant les énergies renouvelables, vraiment le point d'entrée pour les porteurs de projets et également pour les collectivités concernant les énergies renouvelables. Et en particulier, la loi prévoit que ce référent préfectoral unique accompagne les communes dans l'élaboration des zones d'accélération. Le processus d'élaboration se fera également en lien avec le comité régional de l'énergie, donc il y a quand même un rôle important comme on le verra par la suite. Alors je vais dire un mot sur ce comité. Sachez qu'il est issu de la loi climat et résilience de 2021, donc c'est un comité régional qui est en cours d'élaboration en Nouvelle-Aquitaine, donc comme dans toutes les régions
en France. Il y a pour l'instant un seul comité qui a été installé en Hauts-de-France. Donc c'est un comité qui sera coprésidé par le président du conseil régional et par le préfet de région. Un comité qui comporte 5 collèges, en fait, un collège État, un collège région, un collège collectivité, également les professionnels de l'énergie et un collège plus monde associatif. Alors, comme vous le voyez sur cette slide, il y a un poids important des collectivités. On a quand même 15 membres sur 45 collectivités, plus les 9 élus régionaux. Donc, on a vraiment un comité dont le principe est de favoriser la concertation auprès des collectivités. C'est vraiment l'objet de la loi. L'idée est un lieu de débat, un lieu où on va pouvoir rendre des avis, un lieu où on va pouvoir faire aussi des recommandations. Et puis un comité qui aura pour objectif de partager avec l'ensemble donc, des acteurs de la région une vision régionale sur l'évolution de notre énergie, en tout cas sur le développement des énergies renouvelables notamment, mais pas que, tous les sujets pourront être abordés dans ce comité. La loi prévoit des missions quand même spécifiques pour ce comité régional de l'énergie. Il va devoir proposer au ministère des éléments pour pouvoir bâtir les objectifs régionaux de la future loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Il va devoir suivre la mise en œuvre du développement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs de la PPE. Il va être aussi associé à la révision, à l'élaboration et au suivi du SRADET, donc le document piloté par la région sur l'énergie. Et puis enfin, une dernière mission issue de la loi du 10 mars 2023, eh bien, il va devoir donner son avis sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, donc qui vont être définies par les communes, et un avis quant à la suffisance de ces zones d'accélération au regard des objectifs régionaux à atteindre. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on est en phase vraiment d'élaboration, on y arrive bientôt, puisque l'arrêté de désignation des membres est quasiment terminé, et il y a la réunion d'installation qui est prévue le 9 octobre prochain, où là, on va présenter évidemment ce qu'est le comité régional, faire un petit état des lieux des ENR en Nouvelle-Aquitaine, et puis un focus justement sur les zones d'accélération, puisque le prochain chantier du comité régional sera effectivement de donner son avis sur cette planification, sur cette territorialisation. Alors pour revenir au processus d'élaboration des zones d'accélération, donc la loi prévoit plusieurs étapes qu'on va en passer en revue assez rapidement. Une première étape qui demandait à l'État, qui demandait aux gestionnaires de réseaux gaz, électrique, eh bien, de mettre un certain nombre de données à disposition des communes, donc évidemment les potentiels de développement des ENR sur le territoire, les puissances déjà installées, des éléments quant aux capacités d'accueil des réseaux actuels et futurs, et puis des éléments quant aux enjeux locaux, voilà, un certain nombre de données nécessaires pour pouvoir réfléchir à l'identification des zones d'accélération, sachant que sur le territoire, et vous le savez bien, il existe déjà un certain nombre de données qui ont pu être travaillées, réalisées, notamment dans l'élaboration des PCAET lorsqu'ils sont obligatoires, ou lorsqu'ils sont volontaires également d'ailleurs. Donc un lien, on le sait, très important entre communes et EPCI, et un certain nombre de données existent déjà et qui permet évidemment de faciliter le travail d'élaboration de ces zones. La seconde étape que la loi prévoit, évidemment, c'est l'élaboration par les communes de ces zones d'accélération. Donc là, la ministre a écrit à tous les maires fin juin, pour réexpliquer toute la démarche, et en tout cas pour donner un délai à viser un objectif au 31 décembre 2023, donc fin d'année, même si on sait bien que chaque département, chaque référent préfectoral aura évidemment une petite souplesse pour le retour de ces zones d'accélération, mais disons que c'est un peu l'objectif que l'État a fixé. Donc on est dans cette phase effectivement de définition des zones d'énergie, des zones d'accélération, en prenant compte, un point important, c'est dit dans la loi, la diversification des ENR. Donc il faut proposer, dans la mesure du possible, au regard des potentiels évidemment du territoire, mais plusieurs zones d'accélération concernant les différents types de filières, en privilégiant aussi une solidarité territoriale. Alors évidemment, le potentiel est important, mais pas que, il y a vraiment cette idée de viser, ce que je disais tout à l'heure, un peu une volonté politique de développer les ENR sur son territoire. La loi prévoit que ces zones d'accélération, pour le coup, ne devront pas être sur des parcs nationaux ou sur des réserves naturelles, sauf pour le PV en toiture.
La loi est assez stricte aussi en disant qu'elles devront être hors des sites de zones de protection spéciale ou des zones spéciales de conservation des chiroptères en zone Natura 2000 pour l'éolien. Et puis la loi demande à ce que ces zones d'accélération tiennent aussi en compte de manière un peu spécifique tout ce qui est zone d'activité économique, l'idée étant que l'on puisse faire de l'énergie verte pour ces zones d'activité économique. Donc au final, ces zones d'accélération, en fait, c'est une cartographie qui vont être définies par filière. Alors la loi ne demande pas à ce que les communes fassent remonter des potentiels thermiques en termes de puissance. Pour autant, bon, il est clair que ces cartographies pourront être utilement associées à des puissances thermiques. Et d'ailleurs, on le verra après, il y a des outils pour aider cette réalisation. Alors, toujours dans l'étape 2 d'identification, la loi demande à ce qu'ait lieu une concertation du public, donc au niveau local. Donc, les modalités sont laissées libres. Donc là, c'est intéressant les retours d'expérience qu'on va avoir par la suite, puisqu'il y a un peu des pistes de modalités de concertation qui vont nous être présentées de manière pratique. La loi demande à ce qu'il y ait une concertation des gestionnaires d'aires protégées, lorsqu'ils existent évidemment. Et puis, la loi prévoit qu'il y ait une sorte de débat, en tout cas au niveau de l'EPCI, avec la commune, sur la cohérence des zones d'accélération au regard, je dirais, du projet plus général du territoire. À plusieurs reprises dans la loi, les EPCI reviennent quand même si on a bien vu que les parlementaires avaient mis les communes au cœur du dispositif, il est demandé à ce que l'EPCI accompagne les communes, il est demandé à ce qu'il y ait ce débat au sein de l'organe délibérant de l'EPCI, voilà, pour qu'il y ait quand même, on sent bien qu'il y a une cohérence entre les projets, les définitions des zones d'accélération et les projets plus généraux. Enfin, la loi demande à ce qu'il y ait une délibération de la commune sur ces zones d'accélération avant qu'elles soient transmises au référent préfectoral unique et également à l'EPCI concerné. Ensuite, on a 3 étapes successives. Le référent préfectoral, lui, une fois qu'il va recevoir toutes ces zones d'accélération, il va arrêter ces zones au niveau du département et il va organiser, la loi demande qu'il organise une conférence territoriale, donc en fait une concertation des différents EPCI de son département pour présenter ces zones d'accélération, et il transmettra évidemment ces zones d'accélération au comité régional de l'énergie. Ce comité disposera de 3 mois pour émettre l'avis que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire dire si le potentiel associé à ces zones d'accélération permettrait d'atteindre les objectifs définis au niveau régional. Et là, on a 2 cas. Soit l'avis est positif, va en ce sens, et donc les référents préfectoraux arrêteront dans les départements les zones d'accélération, et puis les transmettront au ministre et aux différentes communes, EPCI, etc. Soit au contraire, l'avis dit non, ce n'est pas suffisant, les zones d'accélération ne permettent pas d'atteindre nos objectifs, et donc là, le référent préfectoral va de nouveau solliciter les communes, qui auront de nouveau 3 mois pour essayer de proposer des zones complémentaires. La loi prévoit qu'au bout de cette 2e tentative, on va dire, même si le comité régional de l'énergie émet de nouveau un avis négatif, ou en tout cas, oui, négatif, on s'arrête, on arrête les zones en l'état, et puis on révisera les zones 5 ans plus tard, ce qui est prévu dans la loi. Donc là, vous avez un petit schéma que l'administration centrale nous a adressé, mais là, on voit bien les 4 étapes, définition des données, identification des zones d'accélération, la concertation territoriale par le référent, et 4e étape, l'avis du comité régional de l'énergie. Si l'avis est positif, on arrête les zones. En revanche, si l'avis est négatif, on recommence un processus pour essayer d'avoir des zones complémentaires. Un mot sur les caractéristiques de ces zones d'accélération. La loi prévoit qu'elles pourront être incluses dans les documents d'urbanisme, alors aussi bien les schémas de cohérence, les SCOT, etc., que dans les documents plus réglementaires, via des modifications simplifiées, l'idée étant de réduire au maximum les délais quand cela est possible pour pouvoir mettre à jour les documents d'urbanisme. Ces zones d'accélération seront intégrées dans les plans climat, dans les PCA-ET, on comprend bien là aussi la cohérence entre le PCI et les communes. Et puis la loi prévoit un renouvellement tous les 5 ans, l'idée étant que ces zones d'accélération contribuent à l'objectif d'atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui elle aussi est révisée à un rythme régulier. Donc en fait, ces zones d'accélération, il faut avoir en tête que c'est bien des zones préférentielles, mais elles ne sont pas
obligatoire ni exclusif pour les porteurs de projets. En fait, l'idée, c'est un message fort pour ces porteurs de projets de dire « venez sur mes zones d'accélération que j'ai choisies, qui ont fait l'objet d'une concertation locale, qui sont cohérentes avec mes objectifs aussi de mon EPCI. Et si vous devez venir sur ma commune, venez plutôt dans ces zones d'accélération, car normalement, l'acceptabilité aussi a fait l'objet d'un travail de terrain. » C'est un des avantages de ces zones d'accélération. Les autres avantages liés à ces zones, la loi prévoit en fait des mécanismes financiers incitatifs pour ces zones d'accélération, notamment des bonus lors des appels d'offres, mais également des prix d'achat un petit peu différents ou bonifiés pour prendre en compte les éventuelles pertes de productibles si le porteur de projet avait été sur un autre territoire plus avantageux. La loi prévoit également des délais raccourcis pour l'instruction des dossiers au niveau de ces zones. Et puis, il est intéressant aussi d'avoir en tête que la loi prévoit dorénavant qu'en dehors de ces zones d'accélération, eh bien, les porteurs de projets seront contraints de piloter, et en tout cas de payer surtout des comités de projet qui vont devoir inclure un certain nombre d'acteurs, évidemment les communes, les EPCI, les riverains, les associations, l'État. Donc là, il y a un décret là, qui est en cours d'élaboration pour bien définir ce que seront des comités de projet, mais disons que c'est une contrainte supplémentaire quand même pour un porteur de projet sur le territoire. Et enfin, un des éléments importants aussi de la loi, c'est que si le comité régional de l'énergie a donné un avis favorable, en tout cas considéré que les objectifs régionaux étaient atteints pour un type d'ENR, eh bien, ces collectivités pourront prendre ce qu'on appelle des zones d'exclusion, en tout cas identifier des zones d'exclusion dans leurs documents d'urbanisme. Alors la loi prévoit, sauf en toiture et pour l'usage individuel, bien sûr. Alors, un petit mot pour finir sur les différents outils et ressources mis à disposition des communes. Donc, vous avez un guide qui est dorénavant en ligne sur le site du ministère, mais qui a dû peut-être vous être adressé en même temps que le courrier de la ministre, je ne sais plus. En tout cas, vous l'avez en PDF sur le site du ministère. Il y a également des fiches pour accompagner les maires sur la définition de ces zones d'accélération par type d'ENR. On a sur ces fiches certains ratios qui peuvent être très intéressants pour justement passer d'une surface à une puissance. Et puis, on a deux portails. Donc là, j'insiste un peu sur ces deux portails. Il y a un portail qui est hébergé par l'IGN, donc là, vous avez son adresse, et également un portail local, régional, qui est alimenté par l'ADREAL notamment, qui est le site Sigena. Donc sur ces portails, vous allez retrouver l'ensemble des données que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, un lien qui est très intéressant d'avoir, c'est l'espace d'entraide, où on va retrouver des tutos, des webinaires, des explications, un certain nombre de FAQ aussi, de questions-réponses sur l'élaboration de ces zones d'accélération, vraiment très intéressant. Je vous invite à y aller. Donc là, vous avez typiquement ce qu'on peut trouver sur le portail national. Vous avez un ensemble de couches, donc vous choisissez la couche que vous voulez voir, parmi toutes celles qui sont proposées, hein, donc vous en avez pour les potentiels, pour les capacités existantes, pour les enjeux, zone Natura 2000, SNIEF, etc. Hein, vous avez toute une liste que vous pouvez trouver sur ce portail. Par exemple, là, nous avons, c'est du potentiel thermique en toiture, donc il y a une légende avec différentes couleurs pour repérer les hauts potentiels. Là, c'est sur les besoins de chaleur. On a toutes des données sur les besoins de chaleur de son territoire, ce qui permettent effectivement d'avoir des éléments pour pouvoir développer des énergies renouvelables chaleur. Parmi les outils, donc là, ce sont des outils pour les données à disposition. Il est intéressant d'avoir en tête qu'il y a déjà des outils pour la remontée des zones d'accélération. Notamment sur le portail national, il y a déjà un outil de dessin qui est disponible. Donc on peut dessiner, on peut sélectionner une parcelle, dessiner un carré, différentes formes, sachant que le portail n'est pas encore conçu pour pouvoir y inclure des attributs à cette zone. Donc, c'est la version bêta, hein, c'est la version 1, donc qui est encore un petit peu imparfaite. Alors, on peut un petit peu contourner cette difficulté lorsque l'on crée une zone en indiquant un certain nombre d'attributs. C'est l'exemple qui est présenté dans cette slide. Il faut avoir en tête que la version 2 est en cours de finalisation, en cours de travail. Elle est prévue pour décembre. C'est une version qui permettra effectivement de remonter les zones d'accélération. C'est son objectif principal, avec cette fois tous les attributs nécessaires. Elle permettra, cette version 2,
un travail des RPU pour pouvoir faire la concertation locale, et elle permettra aussi un travail par le comité régional de l'énergie pour pouvoir donner son avis sur la suffisance des zones d'accélération. Donc là, c'est pour décembre, la version 2 du portail national. Dès septembre, pour autant, on aura déjà des éléments clés sur les formats à faire remonter. Donc il y a 3 types de formats qui sont pressentis. Pour les fans de SIG, alors je les ai mis après, voilà, il y aura des formats possibles, KML, GeoElson et GPX, donc ils vont pouvoir permettre de pouvoir passer des outils, parce qu'il y a déjà des outils qui sont définis au niveau d'une commune, d'une communauté de communes ou d'un département, et donc ça va pouvoir permettre de faire passer, d'importer les zones d'accélération de ces outils vers le portail national. Donc là, c'est important d'avoir en tête. Alors là, le dernier slide là, qui vous est présenté, en fait, c'est un extrait d'une note concernant les recommandations techniques pour les communes, pour pouvoir dès à présent travailler sur la remontée de ces zones d'accélération. Donc ça, c'est une note que Vanessa pourra vous faire passer. Elle est toute fraîche du mois d'août et qui vient définir un certain nombre d'attributs qu'il convient dès à présent d'associer à la définition de sa zone, qui parle des différents formats, SIG, etc., sur lesquels il faut travailler pour que ce soit compatible, je dirais, ensuite avec le portail national. Donc là, c'est un point intéressant, mais la note vous sera communiquée par ailleurs. Pour conclure, c'était vous dire qu'effectivement, les zones d'accélération, il faut effectivement dès à présent travailler dessus. Il y a un certain nombre d'outils à disposition, tant en termes de données qu'en termes de ressources en termes de données, de ressources et d'outils pour faire la remontée de ces zones. Au niveau régional, j'ai énormément de contacts avec des EPCI qui, beaucoup, mettent à disposition à leur commune, de leur territoire, un certain nombre d'outils, qui travaillent avec elles. Et je crois que c'est un peu aussi les exemples qu'on va pouvoir voir par la suite. Il y a vraiment tout un intérêt évident d'un travail fort entre l'EPCI et les communes concernées pour pouvoir bâtir de manière assez efficace l'identification de ces zones d'accélération, qui effectivement au départ paraissent quand même, on se dit, bon, ça va être compliqué, il y a quand même beaucoup de données, il y a quand même beaucoup d'éléments, et je pense qu'on peut avancer, notamment avec ce travail avec les EPCI. Donc moi, j'en avais terminé pour cette petite présentation, j'ai fait à peu près 15 minutes, comme prévu. Très bien. Merci beaucoup Denis donc pour cette présentation. Donc il y a déjà un certain nombre de questions, mais si vous voulez bien, comme on l'a précisé, on va poursuivre avec la présentation d'Armelle Pierre et de Boris Le Joly pour le Grand Angoulême. Mais ne vous inquiétez pas, on garde vos questions bien au chaud pour la fin du webinaire. Donc bonjour à tous, donc Boris Le Joly, moi je suis responsable transition écologique à Grand Angoulême. Alors vous nous verrez pas puisque la caméra ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Je suis accompagné d'Armelle Pierre qui pourra m'accompagner dans la réponse aux questions tout à l'heure, puisqu'elle est en charge principalement du volet plan climat et de l'accompagnement des communes et aussi du volet citoyen. Donc on va être assez rapide dans la présentation, mais l'idée c'est de vous présenter dans quel cadre nous on fait cet accompagnement et en se donnant pour objectif de respecter la date du 31 décembre pour que toutes les délibérations des communes soient prises sur le territoire. Donc très rapidement, Grand Angoulême pour ceux qui ne connaîtraient pas bien. Donc on est au carrefour, on est au barycentre des 3 anciennes capitales régionales de Nouvelle-Aquitaine, que sont Poitiers, Limoges et Bordeaux. On est territoire on est une agglo de taille moyenne, 140 000 habitants, de 38 communes. On est engagé depuis 2005 dans différentes politiques énergie-climat avec différents plans climat volontaires, des démarches TEPOS, du CITERGI. Enfin voilà, ça c'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. On a un territoire assez différentiel puisqu'on est sur la bordure orientale du vignoble du Cognac d'une part, du volet un petit peu grande culture au nord, et puis une diagonale sud-ouest-nord-est qui marque plutôt un volet forestier. Donc un territoire assez contrasté avec des potentiels assez divers.
Nous, pourquoi on a proposé, on vous expliquera après comment on accompagne les communes, pourquoi on a pris ce parti de proposer l'accompagnement et de se mettre dans ce timing du 31 décembre. C'est qu'on a une démarche globale qui a été initiée au début 2022, où on fait globalement tous nos documents de planification en même temps. Donc, on est en train de réviser notre SCOT qui va intégrer notre nouveau plan climat. Et on révise notre PLUI qui vaudra plan de mobilité. Donc, fatalement, les enjeux d'énergie renouvelable se retrouvent dans le SCOT AEC, sachant qu'on est actuellement au stade du projet politique, donc du plan d'aménagement stratégique que l'on doit débattre le 9 novembre prochain. Et donc, dans ce plan d'aménagement stratégique, on va avoir la définition de nos objectifs énergie-climat. Et je dirais que la loi d'accélération nous a un petit peu rattrapé, même si on le verra après, ça faisait partie de nos objectifs d'aller sur de la spatialisation des énergies renouvelables. Et donc voilà, on reste sur ce calendrier-là, et donc on se conforme à ce calendrier global de planification. Deuxième élément, Daniel Alessandrini en a parlé tout à l'heure, on a à minima l'obligation à l'échelle intercommunale d'organiser ce débat suite à la définition des zones par les communes. Donc nous, ce débat-là, on va le faire dans le cadre du SCOT, effectivement, et donc ça sera le 9 novembre qu'on organisera ce débat. Toutes les tâches restant à l'initiative et à la charge des communes, mais à chaque étape, effectivement, on a proposé d'accompagner les communes. Donc nos objectifs, c'était effectivement de corréler ces zones d'action avec notre propre projet de schéma directeur énergie territorial que nous avons débuté dans le cadre de Carte et Climat, de définir nos objectifs tels que je l'évoquais et les débattre au sein du plan d'aménagement stratégique du SCOT le 9 novembre, donc qui nous amène, après avoir un rétro-planning assez fort, assez ambitieux pour permettre ce débat qu'il se tienne dans la meilleure circonstance possible. Et c'est surtout dans la discussion qu'on a avec les communes, c'est de se dire, OK, c'est pas forcément simple de définir des zones d'accélération, surtout quand on veut aller chercher des projets de taille importante ou sur des filières qui peuvent être conflictuelles parfois. Mais c'est surtout l'idée de se dire, vous voulez faire des zones d'accélération, mais surtout, vous voulez aussi derrière maîtriser plus les projets sur le territoire et que les projets deviennent de plus en plus citoyens. On a la chance d'avoir une société citoyenne sur le territoire qui vient de mettre en service son premier projet donc, sur une toiture photovoltaïque. Donc, on a un premier exemple favorable sur le territoire, donc il nous permet aussi de dire aux communes ce n'est pas une lubie de faire des projets citoyens ENR, donc allons-y et donc définissons, je dirais, de la manière la plus ambitieuse possible des zones d'accélération ENR. Donc, on a défini notre accompagnement en plusieurs étapes. Donc, on a proposé cet arbitrage d'accompagner les communes fin juin dans le cadre du bureau communautaire de l'agglomération. On a commencé à avoir des rendez-vous avec les communes de l'agglomération du 25 septembre au 11 août, donc les premières 25 juillet au 11 août. Et on a fait un bilan de cette série d'entretiens la semaine dernière en conférence des maires pour voir si on continuait, si on valorisait notre accompagnement et qu'on le menait à sa fin. À savoir qu'on a eu un petit détail, c'est qu'on a bénéficié, on était victime plutôt d'une cyberattaque le 24 juillet, qui fait qu'aujourd'hui, on a accès à peu près 0 données de la collectivité. Donc, on travaille en mode dégradé. Donc, une partie du travail d'accompagnement que l'on avait fait, qui était la constitution d'un outil informatique, n'a pas pu être utilisé lors des entretiens. Et donc, on verra après qu'on a réussi à pallier à ce problème avec un nouvel outil également. Donc, pas beaucoup de surprises, je dirais, sur les 20 communes. On a réussi à rencontrer 20 communes dans l'espace de 3 semaines au mois d'août, principalement, sur les 38 communes de l'agglomération. Donc, effectivement, les communes n'étaient pas forcément acculturées à cette loi. La prenaient quand même beaucoup avec défiance, notamment par rapport à la question de la contrainte de temps. Et puis le courrier du 29 juin est arrivé assez tardivement dans les communes, donc fin juillet, elles ne l'avaient pas toutes. Donc elles découvraient aussi les modalités, les évolutions du planning. Donc en tout cas, au cours de ces entretiens, globalement, les communes étaient d'accord pour qu'on ait un planning commun, une méthodologie commune de travail sur ces zones d'accélération. Et que la proposition qu'on avait d'avoir un outil un peu spécifique avec nos propres données les intéressait.
sachant que pendant la période dégradée, on a travaillé avec du QGIS, des exports d'écran. Globalement, c'était assez compliqué, mais on est en train de remettre ça à d'aplomb. Et effectivement, on a commencé à travailler sur la question de la consultation avec les questions un petit peu classiques des communes. Quel est le niveau de consultation attendu? Est-ce qu'une réunion publique est nécessaire? Voilà. Tous ces éléments, on a pu les travailler avec elles lors de ces rendez-vous et on voit assez rapidement qu'en fonction des enjeux et des zones qui sont prédéfinis aujourd'hui par les communes, le niveau de consultation ne sera pas le même. Quand il y a potentiellement effectivement un projet éolien ou un gros projet photovoltaïque, les communes souhaitent, elles, malgré tout, aller sur un volet à minima, une réunion publique à minima. On se garde toujours malgré tout un temps pour rencontrer les 18 dernières communes, donc à partir de la semaine prochaine, et puis on accompagnera, quoi qu'il arrive, toutes les communes jusqu'à la délibération finale qui définiront les zones d'accélération. Quelques enseignements malgré tout assez rapides sur ce qu'on a pu esquisser avec les communes en fonction des filières. Nous, on a eu une approche de dire effectivement, regardons l'ensemble des potentiels de la commune, ne regardons pas spécifiquement un seul projet et regardons quelles sont les filières et quels sont les potentiels les plus importants globalement sur la commune. Ça veut dire que vraisemblablement dans les zones d'accélération qu'on va définir à l'échelle du territoire de Grand Angoulême, on aura des zones d'assez grande taille, puisqu'on a des communes qui sont, nous, à la fois urbaines, à la fois périurbaines et à la fois rurales, donc des enjeux assez différents. Et si on prend les énergies électriques en particulier, on a des communes où effectivement assez denses, où on n'a que du résidentiel, on n'a pas d'espace naturel, on a très très peu d'espace agricole, on n'a pas de zone d'activité. Donc là, globalement, sur ce volet électrique, certaines communes vont mettre l'intégralité de leur tissu urbain en zone d'accélération photovoltaïque sur toiture et ombrière. Puisque c'est leur potentiel principal au vu des différentes énergies qu'on aura pu leur présenter. Quand il y a une zone d'activité, le potentiel, avec toutes les réserves qu'il y a à mobiliser dans des zones d'activité, des questions de toiture, des questions de parking, du photovoltaïque, on aura principalement une zone dédiée sur ces zones dans ces communes-là. Puisque on le voit sur les communes périurbaines, le potentiel est très très fort dans les zones d'activité et beaucoup moins du coup sur le toiture, sur le tissu urbain. Sur le volet éolien, qui nous inquiétait un petit peu en termes de capacité des élus à se dire, quand il n'y a pas de projet, ou même s'il y a un projet qui est un peu émergent et que les citoyens ne sont pas au courant, on avait un petit peu cette crainte de se dire que les élus ne souhaiteraient pas aller définir des zones. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. On devrait avoir 2 ou 3 zones qui seraient déclarées et sur des zones où aujourd'hui il n'y a pas de connaissance du public qui sur la potentialité de faire un projet éolien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. En reprenant ce que disait Denis Alessandrini tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a une zone qui est définie que le projet arrivera à son terme derrière. Donc, c'est aussi en termes de pédagogie, bien faire comprendre aux élus que c'est montrer l'envie, montrer le souhait de participer à cette envie dans le cadre de la consultation, et après, de définir de quelle manière on va aller chercher le projet pour le territoire. Sur le photovoltaïque au sol, on a une approche très, très cas par cas, puisque au travers de nos rendez-vous, on regarde un petit peu l'ensemble des friches qu'on a identifiées, nous, en tant que Grand Angoulême, pour voir si on peut faire du PV au sol. Et puis, ça nous permet de retravailler un petit peu les projets qui ont déjà émergé depuis 3-4 ans, voir où ils en sont et voir quel est l'apport du développeur dans le cadre de ces projets de zone. Sur la chaleur, où effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué parfois de travailler sur le sujet. Nous, la difficulté qu'on a, c'est plutôt sur la filière méthanisation. Aujourd'hui, on n'a pas de méthanisation sur le territoire. On a eu un mauvais exemple qui n'a pas abouti. Et donc, c'est vrai que quand on parle des potentiels de méthanisation, on parle plutôt des potentiels d'intrants. On ne parle pas réellement du potentiel de localisation. Et ça, c'est typiquement une filière qui est intéressante à débattre au niveau intercommunal. L'approche commune par commune, nous, on a des difficultés à travailler ce sujet-là, au-delà du fait de dire, effectivement, sur votre commune, il y a des intrants qui pourraient potentiellement alimenter une unité de méthanisation. Le fait de dire où sur le territoire on voit une unité de méthanisation est un sujet qui est beaucoup plus complexe à traiter chez nous.
Sur le volet biomasse et plutôt bois énergie, bah, effectivement, on a à peu près bien identifié les zones de densité qui permettraient notamment d'avoir des réseaux de chaleur. On a un schéma directeur en cours par ailleurs. Il n'est pas finalisé, donc on va faire avec les données que l'on a aujourd'hui, mais globalement, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien avec les communes. Et sur le point spécifique de la géothermie, qui est un dossier qui est aussi complexe chez nous, puisqu'on a aujourd'hui des difficultés sur la filière, puisqu'il nous faut des arrêtés spécifiques pour faire des forages, et il nous faut une autorisation de l'ADREAL pour faire des forages d'essai, puisqu'on a un cumul de réglementation qui nous contraint sur le territoire. Et que la géothermie, bah, elle est intéressante dans plein de domaines. On est plutôt sur une idée d'aller sur le fait de dire que la géothermie, c'est une filière qui est en devenir et que sur le territoire communal, elle peut faire l'objet d'une zone de manière intégrale sur le territoire communal. Hop. Excusez-moi, on a eu un petit problème d'écran. Donc, voilà globalement un peu ce qu'on peut retenir après nos premières rencontres. Donc, on a partagé avec les maires de l'agglomération la semaine dernière. Donc, en termes de calendrier, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, donc si on rétroplane, on a notre débat qui doit arriver le 9 novembre en conseil communautaire. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir réalisé les zones auparavant. Donc, on se donne pour objectif de les pré-identifier d'ici le 30 septembre pour organiser une consultation publique entre le 10 et le 25 octobre. Et donc, ce que je vais vous présenter après, c'est que voilà, on a un peu la manière de l'État. On a créé un outil web pour les communes pour à la fois identifier leur potentiel et dessiner aussi les zones d'accélération. Donc cet outil vient juste d'être finalisé. Encore une fois, on en avait développé un premier sur la base de notre SIG en juillet qui n'est plus opérationnel du coup du fait d'une cyberattaque. Et là, en l'espace-temps si ça peut intéresser les collectivités, globalement 3 jours de travail quand on a une équipe qui est bien équipée dans une collectivité. Et bien à partir de l'application web du logiciel Esri, on a recréé un outil cartographique ZAENR pour les communes, en reprenant globalement les couches de potentiel que nous, on a fait sur le territoire, qui nous paraissent, pour un certain nombre d'entre elles, plus intéressantes et plus fiables que certaines cartographies que l'État a mises en ligne. Donc, on met à sa disposition, on rajoute certaines couches, donc le cadastre évidemment, mais aussi la couche spécifique des emprises publiques, puisque une des questions des communes, c'est de se dire sur la temporalité qui est très courte, pour faire ces cartographies, il est difficile d'aller en amont de la consultation du public, d'aller voir les propriétaires privés pour dire est-ce qu'on peut faire un projet éolien, par exemple, sur telle ou telle surface. Donc, certaines communes nous ont demandé de dire est-ce qu'on peut déjà regarder les emprises publiques, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'on ne ferait pas parfois des zones d'accélération spécifiquement sur les zones d'emprise publique pour telle ou telle commune? Je vais accélérer parce qu'il ne me reste plus que 2 minutes. Et donc concrètement, là, c'est la page d'entrée que l'on a quand on arrive sur l'outil, sur lequel par défaut tous les potentiels sont inscrits. Là, on voit sur la partie nord en violet plutôt les potentiels éoliens. On a des potentiels en rouge de chaleur et différents potentiels d'énergie fatale sur les entreprises qui sont matérialisées en orange. Quand on zoome un peu plus, on a le potentiel solaire qui arrive. Ça, je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un outil qui est assez fluide. Et donc, les communes pourront visualiser l'ensemble de ces potentiels. Et derrière, elles pourront dessiner facilement des polygones. Là, typiquement, on aura une couche, un onglet qui permettra de dessiner les zones d'accélération. Et on dessinera d'abord un polygone, et quand on a dessiné le polygone, on ira chercher la filière énergétique qui correspond à ce polygone. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui il est disponible, donc on ne l'a pas encore testé directement avec les communes, mais on va le présenter aux communes lors de 2 webinaires, vendredi matin et le vendredi suivant. Sur les communes, donc les modalités sont libres. Nous, on prend le parti de le faire à un temps dédié pour l'ensemble des communes. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner sur la méthodologie les communes, soit par du diaporama, par des outils numériques.
mais on ne lancera pas la consultation pour les communes. Elles gardent bien leur prérogative. Donc sur la consultation, la seule spécificité, c'est qu'on a proposé, pour gagner du temps, notamment avec les gestionnaires d'aires protégées, on a proposé aux communes que, vu que l'outil que l'on a configuré, il va être en temps réel, il va être alimenté par les communes, et on va avoir du coup les cartographies globales des différentes couches de ZAENR sur le territoire. On propose aux communes de faire la consultation des gestionnaires d'aires protégées directement, pour éviter 38 communes, 38 courriers pour ce qui nous concerne à chaque structure et avoir une vision un peu plus globale de la chose. Et donc voilà, donc ça on l'envisage pour une durée d'1 mois, un peu plus long que la consultation du grand public sur la durée du 1er au 30 octobre. Voilà globalement ce qu'on peut dire. Donc, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est globalement, malgré tout, sur les 20 premiers entretiens, à la fin d'un entretien qui dure entre 1h30 et 2 heures, on a une visibilité assez intéressante de ce qui peut être proposé. Donc, sur ces communes-là, on sait à peu près ce qui va se passer. On pense qu'elles vont passer le cap de définir les zones. On a encore un peu de difficulté à dire pour les 18 autres communes qu'on n'a pas rencontrées. Les rendez-vous commencent à se caler. Ce sont souvent des communes où il y a très peu d'ingénierie, les communes les plus rurales. Donc c'est à nous d'aller chercher. Donc c'est vraiment le parti qu'on a pris pour les 3 semaines qui viennent. Voilà, donc merci pour votre écoute et puis on reste à votre disposition pour d'autres questions. Merci Boris pour cette présentation. Et on va donc terminer avec Monsieur Jean-Michel Mesclier du département de l'Aude, là encore pour approfondir sur cette thématique de la concertation territoriale. Je vous laisse la parole, Jean-Michel. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Jean-Michel Mesclier. Moi, je suis chef de projet transition écologique et responsable de la mission transition écologique pour le département de l'Aude. Et je vais vous parler un petit peu de la concertation qu'on a pu mettre en place, notamment, alors, j'arrive pas à retrouver voilà. Hop, voilà. De la concertation qu'on a pu mettre en place, mais depuis un certain temps déjà, autour du développement, autour du développement des énergies renouvelables. Donc, l'Aude, historiquement, est un département qui a toujours intéressé les développeurs, en particulier les développeurs éoliens, au tout début de l'aventure éolienne. On s'est rendu compte au fur et à mesure que le département était pourvu de nombreux projets, sauf qu'il n'y avait pas de véritable homogénéité, de véritable concertation autour des projets. Et autour de 2014-2015, on s'est rendu compte que beaucoup de projets n'arrivaient même pas au stade parfois de l'instruction, puisqu'ils étaient directement rejetés, vraiment rejetés par la population, par les associations, par un certain nombre de personnes qui ne souhaitaient pas voir l'éolienne dit industrielle peupler un petit peu leur campagne. Donc l'idée du département qui a été labellisé comme territoire à énergie positive pour la croissance verte en 2015, ça a été dans les actions immédiatement réalisables qui étaient demandées, de se doter d'une réflexion, d'une stratégie autour du développement des énergies renouvelables, d'une stratégie la plus concertée, la plus co-construite possible. Donc l'idée de cette stratégie est venue d'une part effectivement de cette contestation qu'on voyait de plus en plus naître sur le territoire, mais également d'une réflexion. On était en 2015 beaucoup moins avancé peut-être sur les réflexions autour du climat, d'une stratégie régionale qui commençait à émerger également, la stratégie REPOS 2050, qui prévoyait à l'Occitanie de devenir la première région européenne à énergie positive, donc à cet horizon 2050, qui était un horizon très éloigné pour le moment. Le département a décidé d'emboîter le pas à la région et de se doter, donc voilà, d'objectifs de développement
énergie renouvelable par énergie renouvelable, mais encore une fois, dans une réflexion extrêmement territoriale et dans une réflexion de mix énergétique. Donc, la stratégie territoriale s'est mise en place à partir de début 2016, confiée évidemment à un bureau d'études pour lequel je supervisais, notamment puisque c'était un consortium de bureaux d'études, pour lequel je supervisais la réalisation. Il y a eu plusieurs phases dans cette stratégie. Alors, c'est vrai qu'on entend le délai, le pas de temps qui est très court pour définir ces zonages, qui me semble, moi, à mon avis, totalement irréalisable, en plus d'y ajouter une concertation. Il faut savoir qu'on a eu un pas très long, nous, de co-construction, avec un état des lieux énergétiques, donc c'est un peu ce que demande la loi, la capacité installée, la puissance installée actuelle, une étude des potentialités énergie renouvelable par énergie renouvelable. Donc tout ça, toutes ces deux premières phases ont été déclinées à l'échelle de chaque PCI. Donc ça permettait à chaque intercommunalité de connaître son diagnostic, de connaître son potentiel, et à partir de là, de travailler avec nous sur la phase stratégique qui était la co-construction véritablement d'un avenir commun autour de l'énergie renouvelable. Donc, je vais essayer d'aller assez vite pour laisser un peu de temps aux questions en fin de webinaire. Donc, ça a été véritablement une démarche de démocratie participative, puisque l'idée, en ayant constaté cet affrontement souvent entre plusieurs même groupes différents, c'était de les réunir autour d'un objectif commun. Donc, l'objectif était de tendre vers l'autonomie énergétique en 2050, puisque on a un pas de temps en 2030 qui restait à définir et qu'on a défini ensemble, et de les regrouper autour de comités de transition énergétique. Alors les CTE après ont pris une autre appellation. Donc il y avait un comité élu avec un panel d'élus, des élus de grandes intercommunalités, des élus de petits villages ruraux. Donc voilà, il y avait tout un mix d'élus de nos territoires. Un CTE partenaire donc, qui regroupait par exemple les développeurs de projets, qui regroupait évidemment les syndicats d'énergie, qui regroupait l'ensemble des professionnels, disons, de l'énergie et de l'énergie renouvelable, des réseaux, ainsi de suite. Un CTE citoyen, on a fait un appel à candidature auprès de nos concitoyens pour identifier une trentaine de personnes qui seraient représentatives, enfin dites représentatives, de tous les territoires et donc de cette pensée un peu citoyenne. Qu'est-ce que je pense des projets, qu'est-ce que je pense de cet objectif, voilà, ce qui nous semblait très important à mettre autour de la table. Et enfin, et c'était là le plus délicat, avec le CTE partenaire, c'était un CTE patrimoine et paysage, puisque le département a la chance d'avoir, outre ce développement des énergies renouvelables, beaucoup d'autres atouts, notamment patrimoniaux, avec des sites labellisés UNESCO. On a 2 sites labellisés UNESCO et 7 sites en devenir de labellisation. Donc, il y avait un très gros enjeu patrimonial et touristique et évidemment un très gros enjeu environnemental, puisque la principale opposition des associations était le risque un petit peu environnemental d'un développement très, très avancé des énergies renouvelables. Donc, ces comités de transition énergétique, l'idée, c'était de les faire travailler plusieurs fois, évidemment, au cours de l'élaboration de la stratégie, pour apporter leur vision, évidemment, partager des fois des retours d'expérience, parce que certains de ces groupes avaient participé à des projets, d'autres avaient participé au contraire à des oppositions, d'autres avaient tout un regard beaucoup plus technique, d'autres un regard peut-être plus territorial. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment d'écouter un peu toutes ces sensibilités différentes, et surtout de pouvoir les faire travailler autour de cet objectif commun, sur comment y arriver. Donc, on les a consultés dans un premier temps de façon individuelle, bien évidemment, et ensuite on les a réunis avec des groupes inter-CTE, où on les a fait travailler. En fait, on leur a dit, évidemment, vous avez des points de divergence, bien évidemment, mais il y a aussi des points de convergence, et l'idée, c'était de se servir de ces points de convergence comme levier pour dire, ben voilà, comment
à partir de ces points de convergence, on peut arriver à un consensus final. Donc, tout ça, je vous l'ai dit, ça prend du temps. C'est pour ça que, évidemment, le pas de temps au 31 décembre me paraît très, très ambitieux. Pour nous, ça a duré une vingtaine de mois, à peu près, l'ensemble de l'étude, pas uniquement la concertation, mais l'ensemble de l'étude. C'est très long. Quand on décide de faire de la co-construction, il faut bien comprendre qu'on est dans le temps long. Si on essaie de faire de la co-construction sur un temps court, c'est très souvent associé à de la co-construction de façade, un petit peu. C'est-à-dire qu'on me demande mon avis, mais est-ce qu'on en tiendra compte réellement? Est-ce que ce sera réellement, ça retransparaîtra réellement dans les décisions? Voilà, il y a toujours ce risque un petit peu lorsque l'on organise un petit peu sur un pas de temps très court une concertation, d'avoir ce retour-là. Donc les clés du succès, ben, c'est de savoir un petit peu écouter avant tout, de savoir écouter avant tout, d'avoir évidemment des personnes volontaires, hein, puisque je ne vous cache pas, là je vous brosse un peu un tableau idyllique. Il y a eu aussi des moments de friction, il y a eu des moments où c'est qu'on n'avait pas l'impression véritablement d'avancer parce que c'était plus des postures qui étaient défendues que réellement des freins. Donc voilà, ça doit... le temps permet de faciliter aussi la chose. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, loin de là. Donc, l'idée de l'objectif commun a été réalisée avec un scénario volontariste, on le voit ici en vert. Donc, on était, d'après le bureau d'études, à 45%, donc à peu près, grosso modo, la moitié de nos besoins énergétiques couverts par des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Et l'ensemble des CTE et le CTE élu qui l'a validé ont décidé de pousser le curseur un peu plus haut et de monter à 61% de couverture. Donc, grosso modo, où est-ce qu'on en est en 2023? Donc, là, je vous rappelle que la stratégie a été votée en juin 2018. En 2023, on est à peu près, peu ou prou, à 32% de couverture des besoins, quelque chose près, et on est à 61% du plan d'action de la stratégie réalisé. Donc, alors, j'ai oublié de préciser que dans ce plan d'action, bien évidemment, il y a des actions qui étaient immédiatement réalisables, d'autres qui sont sur un temps beaucoup plus long. Donc, l'intégration des territoires a été véritablement un plus, puisque chaque territoire a pu, en fonction du diagnostic et en fonction de son étude de potentialité, pouvoir définir les énergies renouvelables. Bon, ce n'est pas du tout restrictif, hein, loin de là, mais c'était à peu près les énergies renouvelables que les territoires, que les CTE souhaitaient voir développer, puisqu'effectivement, on n'a pas le même potentiel dans un département qui est très contrasté, avec au nord la fin du Massif central, donc la montagne noire, et au sud, plutôt des zones boisées. On avait des potentiels qui étaient différents, bien évidemment. Donc l'idée, c'était de voir, en fonction des territoires, en fonction des attentes, quelle énergie renouvelable on pouvait privilégier sur certaines parties du territoire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y ait pas d'éoliennes, par exemple, sur la bande littorale ou proche de la bande littorale, ou au contraire dans le sud du département. Mais ça donne une idée un petit peu du potentiel que souhaitaient voir développer les territoires. Donc, l'avantage de cette stratégie et la chance qu'on a eue de l'avoir lancée suffisamment tôt, c'est que ça a permis, vous ne l'ignorez pas évidemment, en 2015, les départements... Vanessa, Oui, on a un souci. Je crois qu'on a perdu l'intervenant. Oui, je vais essayer de le joindre malheureusement. Effectivement. Ouais, on l'a perdu brutalement. Oui. Du coup... Avant qu'il ne revienne, je propose qu'on laisse place à quelques questions. Soit c'est les questions... Ah, ça y est. Voilà. Ça y est. Alors, je suis désolé, mais j'ai eu une coupure aussi soudaine que brutale. Et... On vous entend, c'est bon. On vous laisse à nouveau la parole, Monsieur Mesplier. Merci. Ok, très bien. Alors, je vais laisser la vidéo coupée. Je suis désolé, mais je pense que le flux n'est pas très bon. Donc, juste pour terminer sur ce slide,
Donc l'idée, c'était vraiment de laisser la parole au territoire. Et depuis cette stratégie, donc beaucoup de territoires qui étaient des nouveaux obligés en plan climat, par exemple, ont pu utiliser notamment l'étude des potentialités et le diagnostic pour le remplir un petit peu le volet énergie de leur plan climat. Donc ça nous a permis indirectement de continuer à faire vivre cette stratégie. Et on s'est rendu compte aussi que beaucoup de territoires, beaucoup d'intercommunalités avaient développé des chartes locales de développement des énergies renouvelables qui reprenaient globalement les grandes orientations de la stratégie que nous avions co-construit ensemble, à savoir évidemment Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il faudrait activer le plan B et du coup, il faudrait que Monsieur Mesplier peut-être m'appelle sur mon portable. Oui, d'accord, on reste comme ça. Voilà. Est-ce que du coup, là, tout le monde entend bien Est-ce que tout le monde entend bien Monsieur Mesplier? Oui, très bien. Ouais, Ouais. là, c'est parfait. OK. Donc, vous pouvez continuer votre présentation sans problème. Hein. Alors, par contre, je vous demanderai de faire avancer les slides parce que j'ai fait un bidouillage et j'ai un peu peur de toucher quoi que ce soit, mais j'ai pratiquement terminé. OK. Donc, juste pour reprendre un petit peu, pour terminer sur les territoires, donc évidemment, l'idée, c'était que les territoires s'emparent de cette stratégie, la déclinent à leur échelle au travers de chartes locales. Faire attention aussi, alors j'ai vu qu'il y avait évidemment dans cette loi d'accélération qu'il y avait chaque commune devant définir des zones d'accélération. Attention également à ce que l'on a préconisé avec la DETM lors de la co-construction de notre charte, c'était à savoir le mitage du territoire. Donc il y a un juste milieu entre ces fameuses zones d'accélération, mais est-ce que ces zones d'accélération devaient être rationalisées à l'échelle PCI ou à l'échelle de chaque commune? Donc voilà, il y a tout un travail peut-être cartographique à faire et qui me semble un peu difficile d'ici, encore une fois, le 31 décembre. J'ai vu qu'il y avait une question qui arrivait autour de l'agrivoltaïque. Juste pour en préciser, c'est que nous ne sommes pas rentrés dans cette préconisation-là, puisqu'elle était encore à l'étude avec la Chambre d'agriculture associée au service de l'État. Donc, une attention particulière, je pense, sera donnée sur l'agrivoltaïque, puisqu'on a eu, nous, pour notre département, une explosion de progrès, de projets dits agrivoltaïques, qui maintenant prennent presque le pas sur les projets de photovoltaïque au sol. Donc, une attention particulière là-dessus. On peut avancer les slides. Et derrière, donc, sur la concertation, ce qui est important aussi de faire lorsque l'on organise une concertation autour d'un sujet très prégnant comme les énergies renouvelables, c'est d'avoir un visuel, un rendu pour les différents groupes que l'on consulte. Et on l'a fait au travers d'un forum de la transition écologique qui se renouvelle depuis 2019 et autour de différents sujets, pas que les énergies renouvelables, mais voilà, d'avoir un outil de rendu un petit peu à ces groupes-là pour savoir comment avancer cette concertation, à quoi elle a servi, qu'est-ce qu'on met en place ensuite. Donc voilà, d'avoir tout un suivi de concertation par la suite, pas uniquement une concertation opportuniste sur un sujet. Voilà, et donc le dernier slide était là pour nous rappeler qu'il faut quand même accélérer juste après celui-là, si l'on ne veut pas donc se retrouver en 2050 avec une multiplication de phénomènes climatiques malheureusement très dommageables pour les territoires. Merci beaucoup, Monsieur Mesplier. Donc effectivement, on a débordé un petit peu aussi le temps avec nos petits soucis techniques. Donc on va relayer un certain nombre de questions et certainement qu'on ne sera pas exhaustif, mais on vous l'a précisé, on remettra la réponse aux questions qu'on n'a pas pu aborder dans la e-communauté, dans la partie commentaires, lorsqu'on fera le retour de ce webinaire. Donc je vais quand même rebalayer quelques questions, notamment donc sur la première partie du webinaire. On a une remarque concernant l'avis du Creux. Il doit faire le lien entre les zones d'accélération et la déclinaison régionale de la PPE. Sauf erreur, ces objectifs régionaux seront établis en 2025.
alors que l'avis du comité devrait être rendu en 2024. Comment faire dans ce cas? Est-ce que, Monsieur Alessandrini, vous pourriez prendre la parole pour répondre à ce questionnement, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Effectivement, là, cette fois-ci, le comité régional de l'énergie donnera son avis sur la base des objectifs régionaux qui sont fixés dans le STRADET. D'accord. Très bien. Il y avait une autre question également. Est-ce que le comité régional sera favorable ou défavorable pour toute la région ou département par département? Pour toute la région. Par type d'ENR, pour toute la région. Très bien. Est-ce que les zones d'accélération des ENR peuvent ou doivent être intégrées au document d'urbanisme? En fait, quand on définit une zone d'accélération, l'idée c'est que lorsque les porteurs de projets proposent un projet sur ces zones d'accélération, ce soit quand même compatible avec les documents d'urbanisme. Donc il y aura ce travail qui peut être nécessaire pour mettre en cohérence les zones d'accélération avec les documents d'urbanisme en vigueur. Des fois oui, des fois non, quoi, en fait. D'accord. Et enfin, on a une remarque, effectivement, Monsieur Mesplier l'a dit, plusieurs fois est revenu des questions autour de l'agri-PV. Donc l'agri-PV n'est pas concerné par les zones ENR, point d'interrogation. Idem pour les installations solaires au sol, voilà, sur les zones A et zone N. Alors sur les zones agricoles, naturelles et forestières, donc quand on relit la loi d'accélération, au final, le PV au sol en fait est interdit, sauf si ce sont des installations qui relèvent de l'agri-PV, avec une définition encadrée par la loi, ou si ces installations se situent sur des surfaces arrêtées par le préfet, sur proposition de la Chambre d'agriculture, dans ce qu'on appelle un document cadre. Donc c'est les deux possibilités d'avoir du PV au sol en zone NAF. Voilà, donc après, une zone d'accélération pourrait, sur une zone NAF, dire, nous, notre commune, sur telle zone, on est quand même favorable à ce que viennent des projets d'agri-PV, par exemple. D'accord. Et enfin, une dernière question. Est-ce que la version 2 du portail est prévue pour décembre, alors qu'à cette date, les communes devront être en délibération avant d'envoyer leur zone d'accélération? Donc, voilà une question par rapport au temps, on l'a vu, qui revient régulièrement. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, sur les délais, effectivement, j'ai lu un peu le retour sur les délais. Plusieurs réflexions. La première, c'est qu'effectivement, je constate comme vous que le Parlement a décidé d'imposer des délais assez ambitieux. Donc, ça veut dire que tout le monde doit se mettre en ordre de marche assez rapidement. Je constate deuxièmement quand même, et c'est aussi la présentation du département de l'eau très intéressante, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans les départements, dans les communes, dans les EPCI depuis déjà un certain nombre de temps. Donc on a des éléments. Il y a même en Nouvelle-Aquitaine, je le sais, des PLUI qui ont déjà des zones, alors qui ne s'appellent pas accélération, mais qui sont déjà des zones désignées pour accueillir des zones d'énergie, des ENR, pardon. Donc on ne part pas de rien quand même. Et puis troisième élément, c'est vrai que le rôle des EPCI est hyper important pour pouvoir impulser la démarche, accompagner les communes avec les outils et les ressources nécessaires. Et puis sur effectivement le portail version 2. Donc aujourd'hui, comme je le disais dans ma présentation, rien n'empêche d'aller sur le portail version 1, de commencer à dessiner. Rien n'empêche de travailler sur des outils comme l'a présenté le Grand Angoulême, des outils locaux pour pouvoir définir les zones d'accélération. Et l'idée, c'est qu'après, cette version 2 permettra d'importer tout le travail qui a été déjà réalisé, alors soit directement sur le portail, soit sur d'autres outils, pour pouvoir aboutir à quand même un format harmonisé fin décembre. Donc, ça n'empêche pas du tout de travailler dès à présent, de bâtir les zones et ensuite de faire l'implantation le moment venu. D'accord, merci beaucoup. Je vais poursuivre avec quelques questions ensuite sur la partie 2 du webinaire, donc avec Armelle Pierre et Boris Joly. Le débat de EPCI vient-il avant les délibérations des communes? Oui, tout à fait. L'objectif, donc, c'est d'avoir les cartes à la fin du mois de septembre, la consultation du public, le débat intercommunal le 9 novembre, et après, du coup, sur la base du compte-rendu du débat intercommunal et des consultations, que les communes délibèrent entre le 15 novembre et le 31 décembre. D'accord.
On a eu aussi une réflexion autour du fait, est-ce que les réflexions qui ont eu lieu, est-ce qu'elles ont inclus la capacité des réseaux de distribution publique d'électricité et notamment, est-ce que le syndicat d'énergie a participé à ces échanges? Non, pour l'instant, on est sur des échanges bilatéraux entre nous deux techniciens et soit élus, soit techniciens des communes. Alors, encore une fois, au mois d'août, c'était compliqué de pouvoir agréger tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas eu de travail avec le syndicat, comme il n'y a pas eu de travail, comme l'expliquait Jean-Michel tout à l'heure, avec la Chambre d'agriculture et la préfecture sur le volet agrivoltaïque. On attend le travail, le retour de cette instance sur le volet agrivoltaïque. D'accord. Et enfin, une dernière question. Est-ce que des communes ont fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas déterminer des zones d'accélération des énergies renouvelables? Elles ne l'ont pas dit comme ça, mais on leur a bien fait compte que de toute façon, la loi, en tout cas, la loi dit qu'on ne peut en avoir que si, par ailleurs, on respecte les objectifs. Donc, on l'explicite. On l'explicite. Alors, par contre, effectivement, il y a des sujets sur des projets qui sont en instruction et que sur certaines communes, les communes n'en souhaiteraient pas. Donc, il y a un débat sur le fait de maintenir certains projets en zone d'accélération ou pas, sans réellement savoir ce que ça générerait en termes de conséquences derrière. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai fait le tour des principales questions et tenté de les regrouper, et par vos réponses, vous en avez apporté à d'autres. Donc merci beaucoup. On a dépassé d'un petit quart d'heure, mais je pense que c'est encore acceptable. En tous les cas, merci à tous les trois pour vos présentations et vos réponses aux questionnements. Merci à tous et toutes d'avoir maintenu votre attention et malgré nos problèmes techniques. Et je vais laisser la parole à mon co-animateur puisqu'il va vous en dire plus sur une suite qu'on a souhaité donner aussi sur cette thématique de la loi d'accélération des ENR et ce qu'on propose pour poursuivre le sujet en novembre prochain. Oui, donc en novembre prochain, de mémoire le 16, mais je vous ferai une communication dès que possible. Nous aurons les témoignages de la communauté de communes de Vichy, qui a mis en place un système tout à fait intéressant sur la définition de zones d'acceptabilité des ENR. C'est quelque chose de très novateur, de très transversal, qui réunit à la fois des paysagistes, des techniciens, bien sûr, de l'énergie, mais aussi des citoyens tirés au sort, etc. Non plus pour simplement définir des zones d'accélération ou d'exclusion, mais des zones d'acceptabilité où on sait déjà que les projets pourront voir le jour sans trop de contestation. Donc c'est super intéressant, super novateur. La personne qui va présenter ça est très dynamique, etc. Et donc je vous invite à noter déjà que mi-novembre, je crois que c'est le 16 de mémoire, vous aurez ce webinaire. Je tiens à dire aussi que Monsieur Meslier n'est pas parti, il est là dans mon téléphone, avec nous. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il est encore là avec nous. Et que vous aurez bien sûr accès au replay de ce webinaire, à la vidéo de ce webinaire, ainsi que toutes les présentations que vous avez vues dans la e-communauté. On vous adressera un lien puisqu'on a vos emails, si vous acceptez de recevoir des emails de nous à propos de ce compte-rendu de webinaire. Un grand bravo à Vanessa pour sa première en tant qu'animatrice de webinaire, d'autant qu'elle a eu un petit souci de santé, donc elle n'était pas au top de sa forme. Donc merci à elle vraiment d'avoir joué le jeu aujourd'hui, et merci à vous bien sûr d'avoir suivi ce webinaire. À très bientôt donc dans la e-communauté énergie du CNFPT. Au revoir et merci. Ah, c'est bon, ouais. Au revoir, merci, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous, au revoir.